Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Parce qu'en fait, en tant que dev, on est tellement proche de la qualité que c'est un truc qu'on arrive seulement à vraiment appréhender une fois qu'on le subit. J'ose espérer qu'on s'éloigne de la culture où les QA et les devs se tapent dessus parce qu'ils s'aiment pas, tu vois. Et surtout, il y a beaucoup de filles qui n'osent pas rentrer en ce milieu-là parce qu'elles ont peur de se sentir seules. Je pense qu'on peut parler de tech de plein de manières différentes et que c'est un milieu passionnant, mais surtout pas en avoir peur. Salut Léa et bienvenue dans Calisti. Salut, merci de m'avoir invitée. Écoute, avec plaisir. Alors, je suis sur TikTok où tu partages beaucoup d'anecdotes sur la vie de dev et tu as publié une vidéo où tu parlais du fait que tu avais fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en tant que chef d'entreprise pendant tes études à 21 ans. Donc, ni une ni deux, je me suis dit, bon, faut que j'aie dans le podcast et tu as accepté d'y participer. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, écoute, je suis contente que ça a attiré ton intérêt. Tu te fait Ah son bah travail. attends, évidemment. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir développeuse? Bien sûr. Développeuse. Alors, il faut savoir que, ce que je dis souvent, c'est que ce n'était pas du tout mon rêve d'enfance de faire développeuse. D'ailleurs, j'ai pas eu d'ordinateur avant très tard et en fait, tout ce qui était jeux vidéo et tout, j'avais pas du tout accès en étant jeune. Donc du coup, à l'origine, moi, mon truc, c'était vraiment les maths, tu vois. Moi, j'étais très maths, très sciences. Je pensais même faire plutôt médecin ou alors chercheuse en physique pendant un temps. Donc pas du tout ce domaine-là. Ok. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai dû quitter le lycée à un moment donné pour commencer à travailler et voilà, m'émanciper, commencer à travailler un peu plus tôt que prévu. Et donc, j'ai passé mon bac comme candidat libre au CNED. Et donc, à ce moment-là, tu sors complètement du système scolaire, t'as pas forcément les mêmes repères que tu aurais si tu étais resté au lycée. Et en termes d'orientation, moi, j'étais complètement perdue. Je savais pas du tout même si j'avais le niveau pour être prise où que ce soit, honnêtement. Jusqu'à ce que je postule à cette école, Les Frais, qui m'a parlé parce qu'elle me semblait assez humaine, qui me semblait très dans les nouvelles technologies, donc très innovante, tout en étant quand même ancrée dans les sciences. Et donc ça m'a parlé, mais au final, c'est quand j'ai commencé mes cours, en début de la première année que je me suis rendu compte, en fait, c'est carrément mon truc, quoi. C'est passé du métier, auquel je me formais pour gagner ma vie en me disant: «Bon, bah, c'est des études qui vont bien mener à quelque chose», à vraiment une passion, et à partir de là, dès la première année, c'était le coup de foudre. Ah ouais. Ok. Ouais. Alors ça, tu vois, c'est marrant hein, parce que c'est pas très commun, je trouve, comme parcours déjà de base. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par les sciences ne pensent pas nécessairement au développement tout de suite. Ok. En tout cas, c'est intéressant, hyper intéressant. Après, je pense que là où je pense que d'autres gens peuvent se retrouver, c'est le côté de faire un métier dit stable pour avoir un certain salaire ou au moins pour s'assurer un certain avenir. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui s'engagent, et surtout, moi, avec des parents issus d'immigration, je pense qu'on a tous un peu cette envie de faire un métier sûr, ouais, pas trop créatif, où on se dit à la clé, du moins, il nous est promis d'avoir un minimum de stabilité dans notre vision en société. Donc sur ce côté-là, je pense je n'étais pas la seule à avoir cette vision-là. Maintenant, c'est vrai que tomber sur une matière qui me plaît tellement et qui m'a mis jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas attendu. Bon, écoute, en tout cas, trop cool, tant mieux si t'as trouvé ta voie et que t'es bien dedans et que tu kiffes au quotidien. Alors, comme tu le sais, ce podcast, il parle de la qualité logicielle. Donc, étant donné que tu as terminé tes études il y a moins longtemps que moi, on va le dire comme ça. Ça me rajeunit un petit peu. Je pense que tu as une vision qui est quand même actuelle de ce qui est enseigné donc sur les tests logiciels en école d'ingé. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que tu as pu voir dans ta formation en tant que dev sur la qualité?
c'est vrai que c'est une notion qui est, à mon sens, jamais trop tôt. C'est jamais trop tôt pour s'y mettre parce qu'à mon sens, c'est des notions qui devraient même pas être une matière à part, mais qui devraient faire partie intégrante de l'entièreté du cursus au final, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, du moins quand moi j'ai fait mes études. Maintenant, on avait, au final, c'est plutôt en master, en fait. Moi, je me suis spécialisée en software engineering, donc vraiment en dev logiciel. Et donc là, on avait des matières dédiées en qualité, en test. Pareil également dans les processus d'intégration en continu, développement en continu, etc., et déploiement en continu. Donc là, c'est vrai qu'on a eu cette introduction un petit peu au monde du test et de la qualité. Mais c'est un peu venu après, en fait. Et le problème, c'est que si tu as déjà pris de mauvaises habitudes, c'est compliqué Aïe. de rajouter ça par-dessus. D'accord, je vois. C'est marrant parce que tu vois, pour le coup, j'ai l'impression même que en termes de formation, en fait, bon, alors, t'as peut-être pas l'information, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de testeurs qui le deviennent en faisant une formation un peu accélérée en 3 mois, 4 mois, qui apprennent ce que c'est une méthodologie de test et puis après qui commencent à appliquer et avec le temps qui passe, ils prennent en expertise puis ils rentrent vraiment dans le dur, tu vois. Donc de ce que tu me dis, en fait, côté dev, on a quelque chose qui va être intégré réellement dans le cursus. Au contraire, des personnes qui sont testeurs. C'est-à-dire que sur l'étendue de ta scolarité, quand tu vas te former sur le métier de dev, tu vas voir réellement des notions j'allais dire d'accessibilité, pardon, de qualité logicielle. C'est hyper important et je suis contente, si tu veux, de l'apprendre parce que bien souvent, malheureusement, quand tu parles de qualité à des devs, ils imaginent les tests unitaires, mais ils ne pensent pas nécessairement à tout ce que tu as autour, en fait, en termes de tests, tout ce qu'il est possible de faire en termes de tests. Donc, Après, là où je nuancerai quand même mon propos, c'est que autant oui, on aborde ces notions, on les intègre comme on peut les intégrer dans ce qu'on fait une fois qu'on se spécialise, qu'on est en master. Maintenant, je pense qu'il y a une bonne partie de la culture même de test et de qualité qui passe par de l'entreprise. Et en fait, on peut aller jusqu'à un certain point dans la théorie et à l'école, mais il y a un moment donné où les cas pratiques vont être ceux qui vont le plus amener d'apprentissage. Je parle vraiment du côté dev. Parce qu'en fait, en tant que dev, on est tellement proche de la qualité que c'est un truc qu'on arrive seulement à vraiment appréhender une fois qu'on le subit réellement, tu vois. Et avant ça, et ça malheureusement, c'est aussi du coup lié aux entreprises dans lesquelles on tombe, parce que selon si on arrive dans un grand groupe avec des gros process ou la start-up qui se démène comme elle peut et qui ne priorise pas la qualité, on peut avoir des expériences complètement différentes. Donc je pense que tu demandes à n'importe quel dev qui sort d'école d'ingé, il va pas avoir la même réponse que moi à te donner là-dessus. Ok. Et d'après toi, aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile de répondre à la question, mais quelle est la proportion de devs en général, même si c'est pas possible de faire une généralité, qui prêtent attention à cet aspect qualité au quotidien quand ils codent? J'aurais tendance à dire que de par la tendance qu'a pris le monde du développement, surtout avec le Covid, où c'est devenu vachement plus, entre guillemets, à la mode de devenir tech et de se former, je pense qu'il y a une sorte de centricité autour de l'humain, en fait, qui s'est développée, de penser humain d'abord, penser utilisateur d'abord, et du coup penser aussi dev d'abord. Et en fait, la qualité, avant même d'impacter les utilisateurs, elle impacte les devs qui travaillent aussi sur le projet, les autres parties prenantes, les PM, tous les gens qui vont interagir de près ou de loin sur le projet, ça les impacte la qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un monde où le développeur a plus de facettes qu'avant, et où il ne peut pas se contenter de juste cracher du code et basta, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, du moins dans la formation, c'est assez apparent que le dev va autant avoir des petites notions du UX, des petites notions de qualité, des petites notions de produits. Enfin, c'est plein de petites notions qui vont maintenant faire partie intégrante quand même du métier de développeur. Après, est-ce que dans la proportion des gens, ça concerne beaucoup, beaucoup de monde? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un accent qu'on met quand même de plus en plus. Ok. Bon, écoute, tant mieux. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tant mieux. Non, je pense qu'on sait le pas. J'ose espérer qu'on s'éloigne de la culture où les QA et les devs se tapent dessus parce qu'ils s'aiment pas, tu vois. J'ose espérer qu'on est passé au-delà de ça. Vaste sujet.
OK, bah, très, très bien. Alors j'ai, même question, pour l'accessibilité. Dans Mmh. ta vidéo, tu parlais, justement d'accessibilité numérique qui est, pour le coup, un sujet qui m'intéresse beaucoup et où en tant que testeur, on a un vrai rôle à jouer, là-dessus pour Tout à rendre fait. l'espace numérique plus accessible. Donc ma question là-dessus, bah, en fait, exactement la même. Est-ce que c'est un sujet qui a été adressé ou pas? Parce que je constate aujourd'hui, quand je pose la question à des personnes, hein, qui travaillent autour de moi, donc dans la tech, qui sont dedans, je Mmh. leur dis accessibilité, 2 fois sur 3, on me regarde avec des yeux, «De quoi tu parles?» Mmh. tu vois? Ouais, non, ça, pour le coup, en l'occurrence, c'est pas du tout un sujet, en tout cas pendant mes études, n'a pas du tout été abordé. Alors, les frais, c'est une école qui est très engagée de manière générale. Donc, c'est un Mmh. thème, si on veut s'intéresser, on pouvait trouver des ressources, c'est pas la OK. question. Mais, comme la qualité pour moi, voire limite encore plus, il y a l'urgence que ça fasse partie, transverse, en fait, de toutes les matières du cursus, et que l'accessibilité ne soit pas une option, en fait. Mmh. C'est pas un truc qu'on peut faire en plus, qu'on a du temps à perdre, «Tiens, je vais faire une certification en accessibilité». Ça devrait être, la base de la formation et dès le début être intégré dans l'apprentissage de certaines notions. Et ça, malheureusement, on n'y est pas encore. Pas encore. On a des outils qui se développent, des startups gauche à droite qui développent leurs outils pour faciliter, l'accessibilité, notamment du web ou de l'applicatif. Mais alors là, c'est vraiment pas un sujet, tu vois? Et quand j'en parle, c'est vrai que, quand j'ai commencé à en parler donc, au travers de la Jeux Entreprise, parce que c'est un sujet qui m'interpellait, mais où moi-même je me manquais totalement de formation ou d'information, c'est vrai que ça attisait de l'intrigue. Je pense que les développeurs sont pas fermés à ça. Mmh. Il y avait de l'intérêt et de l'intrigue, mais il y avait ce côté, ouais, tiens, un truc de Ouais. plus auquel faire attention, un truc de plus, tu vois? Donc c'est un peu dommage d'avoir cette approche-là parce que si ça faisait partie de la formation de base, on se poserait même pas la question. Mmh, mmh, mmh. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Il y a Ouais. beaucoup de travail de, j'ai pas le mot qui me vient, mais faut vraiment Mmh. convaincre, tu vois? C'est un travail au quotidien de dire: «Non, mais il faut le prendre en C'est compte ça, parce que le jour où tu auras des problèmes et que tu verras moins bien, tu seras hyper content de pouvoir, utiliser ces outils-là comme, totalement. Et en fait, au final, tout comme on se préoccupe de la démographie, qui va utiliser notre application, notre logiciel, il faut se soucier du fait que pas tout le monde a les mêmes capacités, pas tout le monde a la même aisance aussi avec le produit et ça va aussi avec. On parle pas que quand on parle d'accessibilité, on parle pas uniquement de handicap. On peut tout parler à fait. aussi, tout simplement de l'aisance avec le numérique, avec les technologies et donc ça et je trouve d'autant plus aujourd'hui avec le monde de l'IA, je sais pas s'il y avait des questions prévues à ce sujet-là, mais ça pour moi, j'y pense tout de suite parce que, on a tellement intégré du vocabulaire technique dans notre, lingot, dans notre parler commercial presque, où tout le monde a, IA en bouche, LLM en bouche, Mmh, mmh, mmh. ce qui est très bien, je conteste pas. Mais c'est juste que du coup, on oublie complètement les populations qui sont quand même peut-être complètement marginalisées par ce genre de vocabulaire et de technologie, quoi. C'est clair, c'est clair. Puis il y a pas besoin d'aller loin, hein, honnêtement, je pense à mes parents, C'est ça, on est déjà dans 2 exactement, planètes différentes, hein. exactement. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Écoute, merci pour cette réponse. Tu as commencé à en parler justement. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une junior entreprise? Et dans Yes. ton cas, quel parallèle on peut faire avec une ESN? Bah, pareil, elle est très vite faite, hein, c'est une junior entreprise. Donc une junior entreprise dans son sens, le plus large, c'est une association. C'est une association, c'est un concept qui existe depuis, je pense une centaine d'années aujourd'hui, Mmh. qui est né dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs de France et où justement dans ces différentes écoles, on peut trouver des organisations, des groupes d'étudiants, des associations, qui vont s'exercer au métier auquel ils sont formés dans leur cursus, mais dans la cour des grands. Ça veut dire, on va avoir une vraie organisation avec, des consultants, des intervenants, un conseil d'administration avec, une stratégie à mener sur l'année. Il y avait beaucoup de l'aspect commercial, l'aspect marketing et cetera pour attirer des clients, et donc dans le cas donc il y a énormément une énorme diversité de jeux d'entreprise. Je crois qu'en France, on est près de 200, si j'ai pas de bêtises, dans des domaines tout à fait différents, hein. Il y a des écoles de parfumerie, il y a des écoles, enfin, il y a des arts et métiers, il y a toutes sortes d'écoles, et évidemment, il y a les écoles, en informatique et donc nous, dans les services qu'on propose, évidemment, sont ceux qui se rapprochent le plus d'une ESN. Donc, création de sites web, création d'applications, audit, enfin voilà, il y a une énorme diversité d'offres proposées
à l'échelle de la diversité des formations proposées par l'école. Et donc, ça permet de s'exercer un petit peu, de tâtonner un petit peu et voir à quoi ça peut ressembler tout en ayant la sécurité d'une association où quand même on risque pas grand-chose en cas de souci. Très, très clair. Je pense que tous les gens qui décident de faire des études sur outils digitaux, métiers du digital, métiers de la tech, etc., énormément en fait à passer par une junior entreprise parce qu'en termes Totalement. d'expérience, c'est quand même du solide, quoi. Totalement. Alors, la jeunesse de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Alors, on a déjà un début de réponse, mais tu t'es dit, OK, je vais l'intégrer, je vais y aller. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, au début, c'était tout bête. C'était donc en première ou deuxième année, j'avais commencé à me former un petit peu en dev web, tout bête, à côté des cours. Et puis, il y a un camarade de classe qui me dit, ouais, Léa, je sais pas pourquoi tu t'acharnes autant. De toute façon, tu vas jamais tu vas jamais faire du freelance, tu vas jamais te débrouiller, laisse tomber. En deuxième année, hein, je précise. Donc, j'ai encore 3 années devant moi. Mais dès la deuxième année, j'ai laissé tomber. Et en fait, ça m'a tellement piqué dans mon ego que je me suis dit, écoute, tu sais quoi, là, j'ai 6 mois, t'inquiète, je vais l'avoir la mission de freelance. Et donc, le meilleur moyen de commencer, puisque quand on est tout seul, les freelances, ça prend du temps à construire un portfolio, à se faire des contacts et tout. Je me suis dit, autant passer par la junior entreprise qui proposait du coup des missions en freelance, mais encadrées par la junior entreprise pour le compte de ses clients. Donc, c'était un carnage. Parce que j'ai été tout d'un coup face à un énorme groupe. Le client, c'est un groupe gigantesque avec des attentes de fou et où moi, j'avais pas du tout le niveau pour le faire. Hein. Vraiment, je l'admets, il n'y a aucun souci. J'étais au tout début de ma formation. Mais ça m'a vachement recalibré sur ce que j'avais à apprendre par la suite. Ça m'a un petit peu confrontée en vrai et de vrai à ce métier-là. Et je me suis dit, si après cette expérience, j'ai toujours envie de faire ça, c'est bon, c'est que j'ai trouvé ma voie. C'est que c'est mon truc, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, au final, la jeune entreprise, j'étais tellement impressionnée de comment ils m'ont, à l'époque, j'avais 18 ans, quoi, donc de comment ils m'ont encadré, des gens qui n'avaient pas plus de 2-3 ans plus que moi, mais qui avaient une telle maturité, en fait, à gérer des clients qui sont des vrais adultes, tu vois, avec des grandes sommes d'argent derrière, que je me suis dit, non, c'est quand même vachement stylé. Et au final, 3 ans plus tard, je m'en suis retrouvée présidente, voilà, pendant 1 an. Waouh. Écoute, bravo. Déjà, ouais, pour, cool. pour ce cool. parcours, c'est vrai que c'est pas évident. Gérer des clients à 18 ans, enfin, faut le faire, quoi. Faut le faire. Tu démarres à peine dans la vie professionnelle et en plus, on est un peu formaté pour être un élève, en fait, pour être un apprenant à cet âge-là. C'est ça. Et on apprend aussi les premières fois, enfin, t'es tout bête, hein, mais des clients qui sont malhonnêtes. Oui. Dans ta tête, t'es confronté à des professeurs, à tes parents. Donc, avoir l'idée d'un adulte, mais qui veut abuser du fait abuser ta jeunesse ou essayer de profiter un petit peu du concept de junior, un peu moins cher et tout. Ça, c'est dur, hein, la première fois de faire face à ça. J'imagine. Ouais, c'est clair. Mais c'est formateur. C'est formateur. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à ce programme, à part du coup des compétences que tu as développées, la gestion d'un client, d'un prestataire, enfin client-prestataire, cette relation-là, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Alors, déjà, comme tu disais, hein, les compétences, mais c'est pas à négliger, c'est que le côté, en fait, il y a une part de choses que tu apprends et tu as dû le voir aussi, j'imagine, en sortant de ton programme de formation. C'est-à-dire qu'il y a une chose, surtout quand tu apprends vite une grosse quantité d'informations et qu'après tu vas dans le monde réel et tu dis, ah, bon, il y a dû apprendre, il y a dû à laisser et il y a la majorité que tu apprends une fois que tu es dedans, quoi. Et c'est pareil avec le métier de dev et c'est vrai que c'était une vraie désillusion au début parce que, voilà, 20 sur 20 en cours ne veut pas dire... meilleur dev de Paris. Voilà, donc il y a ça. Mais après, humainement, j'ai appris énormément. J'ai grandi 5 ans après cette expérience-là. D'une part, parce qu'il y a le côté management d'une équipe. Management d'une équipe que tu ne payes pas, parce qu'on est tous bénévoles, on est tous dans une association, à part les consultants, évidemment, les développeurs. Et donc, c'est tout particulier quand tu n'as pas cette incentive-là, en fait. Ouais. Donc, en fait, tu dois te dire, OK, là, je vais pousser tout le monde à bosser pour faire tourner une boutique.
Mais à la fin de la journée, voilà, j'ai vraiment juste l'humain, en fait, à travailler pour essayer d'être à l'écoute, de communiquer, de comprendre les motivations de chacun, pour que tout le monde, voilà, donne son meilleur et aussi passe un bon moment et apprenne. Donc on se sent particulièrement responsable, en fait, de l'expérience que passe tout le monde, développeurs inclus, dans la entreprise. Protéger aussi les développeurs parce qu'encore une fois, ils ont 18 ans, donc on peut pas les mettre face à un client comme ça, les laisser se faire intimider ou quoi. Il y a un gros travail sur ce plan-là à faire aussi. Et puis de manière générale, oui, comment parler avec des prestataires, comment, tout bête, hein, faire des mails professionnels, comment régler des conflits. On a même dû à un moment donné aller, dans un conflit qui allait un peu plus loin, attaquer un client, en justice, donc rien que ça, Ah ouais. c'est le genre de choses, voilà, qui fait un peu peur quand quand on le fait pour la première fois à 20 ans, mais qui m'a fait beaucoup, beaucoup grandir, ouais, ça c'est sûr. Ouais, j'imagine. Déjà, tu vois, je pense que le fait d'attaquer un client en justice, peut-être que, allez, 70-80% des gens, des adultes comme on dit, Ouais, ne le ouais, font ouais. pas, tu vois? Ne le font jamais dans leur vie Ouais, ils professionnelle ont parce beaucoup de que chance. ouais, Non, ça c'est les sûr. répercussions derrière peuvent être un peu, catastrophiques, hein, Ouais, difficiles puis à c'est gérer, quoi. fastidieux, quoi. C'est fastidieux. Enfin, rien que tout le travail de rien que de faire appel à un avocat, Mmh. d'échanger, des quantités et quantités de paperasse. Mais bon, encore une fois, la juge d'entreprise offre cette structure ou même dans ces cas-là, tu accompagné. C'est pas non plus comme si tu gérais une entreprise, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi personnellement qui m'engageais dedans non plus. Mmh. Donc c'est un bon entre-deux avant de se lancer dans le full entrepreneuriat. C'est dans l'entrepreneuriat, mais sans le haut risque. Ouais, 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 ouais. OK. En tout cas, très belle Ouais. expérience. Très, très belle Je conseille, expérience. hein, vraiment à tout étudiant qui a l'opportunité, il faut le faire, il faut le Faut faire. y aller. Si seulement j'avais eu ça dans mes études. Ouais. J'ai une question sur la création de contenu. Yes. J'en ai 2. Alors, pourquoi tu as décidé de te lancer, pour, partager justement, ta vie de dev auprès, d'un large public? Parce Mmh. que, aujourd'hui tu es très suivi pour le coup et on a eu un espèce de gros boom, tu vois? La caméra a été projetée, vraiment la lumière, pardon, a été projetée sur le métier de dev et comment ça se passe, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de devenir dev Mmh. et toi, tu parles vraiment des choses concrètes. Tu parles, des potins, dans le milieu tech, tu parles des quelques difficultés que tu peux rencontrer, tu parles de l'humain, tu parles de voilà, de tout ce genre de choses. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ce quotidien? Pour être honnête, au tout début, moi, je participais beaucoup à des meet-up. J'étais très engagée pour organiser des événements, faire des événements. C'était mon premier truc parce que, aller à des meet-up de dev et surtout de femmes dans la tech, ça a été une vraie source de motivation pour moi à travers mes études parce que je me sentais quand même vachement seule. Mmh. J'avais du mal à me faire beaucoup de copines et puis même c'était un milieu, enfin voilà, c'est un milieu très masculin certes, mais c'est aussi, voilà, un milieu où tout le monde est vraiment à fond et voilà, je dirais pas jusqu'à compétitif, mais j'avais du mal à me trouver des vrais rôles modèles qui me tiraient vers le haut et qui me motivaient sans non plus que ce soit, concours de coq, tu vois? Où moi je savais que ça ne me correspondait pas et donc j'allais beaucoup à cet événement-là et je me suis rendu compte que, bah, j'étais pas la seule à avoir cette expérience-là. Il y a beaucoup de filles, de plus en plus du moins de filles dans mon milieu, de filles qui commencent leurs études dans ce milieu-là et surtout il y a beaucoup de filles qui n'osent pas rentrer dans ce milieu-là parce qu'elles ont peur de se sentir seules. Et Ouais. ça, c'est une réalité, dont je me suis rendu compte surtout quand j'étais bénévole pour l'association Article 1. Donc j'intervenais dans des lycées pour parler de mon métier, de mes études, et je me rendais compte du nombre de filles qui, lorsqu'on leur demandait leur choix de carrière, disaient qu'elles étaient même intéressées parfois par les jeux vidéo, par l'informatique, par, la cybersécurité, Mmh. mais qu'elles n'oseraient pas. Parce qu'elles pensent pas avoir le niveau, parce que, elles auraient peur d'être toutes seules, parce que et cetera. Et donc je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas juste parler de tech, mais à ma manière ou à la manière dont moi j'en parle avec, mes potes, avec mes copines». Parce que la tech, c'est pas, enfin c'est plus le métier, de gamer dans sa chambre avec une capuche, tu vois? Avec Mmh. 15 écrans devant eux, tu vois? C'est aujourd'hui le métier n'est plus ça ou du moins
À partir du moment où je suis dedans, ça va pas l'être, en fait. Parce que moi, je suis dedans et j'y plais bien. Et je suis comme je suis. Je suis sûre que ça peut parler à d'autres personnes. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Au début, je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais... Comme je pensais qu'on se donnait pas beaucoup dans ma tête, je me suis dit, ça va être le truc niche de fou. On va être 4 à regarder mes vidéos, tu vois. Mais au final, voilà, comme je pensais, on n'est pas si seul que ça. Juste à rassembler plein de filles qui avaient peur de se sentir seules et qui, en fait, se sont rendues compte à travers ça qu'elles n'étaient pas. Et plein de mecs aussi, d'ailleurs, Bah ouais, bah oui. qui adorent regarder mes tutoriels make-up en écoutant les news dans la tech. Donc, le meilleur des deux mondes, quoi, on va dire. Ça va donner envie à nos auditeurs d'aller regarder ce que tu fais. Franchement, allez-y. Il y a plein de petits conseils très sympathiques, en tout cas. Moi, je suis très fan, en tout cas. J'adore. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut parler de tech de plein de manières différentes et que c'est un milieu passionnant. Faut surtout pas en avoir peur. Voilà. Ouais, c'est un milieu qui est ouais. vraiment fun. Et puis c'est important justement de le faire de cette manière-là parce que, comme tu disais, on a l'image de ce cliché, tu vois. Et, Ça fait. et clairement, si c'est pas des personnes qui sont dedans et qui choisissent un moyen de communication différenciant de ce qui a déjà été fait précédemment, bah c'est pas comme ça qu'on va attirer plus de femmes. Typiquement, on sait très bien qu'on a un problème là-dessus. Et il faut changer notre manière de parler de nos métiers, quoi. C'est ça, et même un truc tout bête, quand on parle de représentation, la représentation, c'est aussi ça, c'est juste de voir des gens dans les médias, pas juste les CEO et les top exécutifs, c'est juste de voir des vies de gens en milieu. Et je reçois aussi, tout bêtement, aussi beaucoup de messages de jeunes femmes noires ou métisses avec des cheveux crépus qui me disent « Putain, c'est trop bien que tu portes tes cheveux au travail, tu vois. » Un truc auquel moi, je ne réfléchis même pas, parce que dans ma tête, je l'ai toujours fait comme ça et je m'en fiche. Mais c'est là où on voit le rôle de la représentation, en fait, de dire bah ouais, en fait, oui, tout à fait. Et voilà, et je viens avec mes ongles longs s'il faut, et je viens avec ma tenue tout en rose, et puis ça me rend pas une moins bonne développeuse de venir comme j'ai envie de venir, quoi. Exactement. Non, super important. Faut le dire et le redire et le redire. Et il y en a plein. Il y a clairement pas que moi. Il y en a énormément. Ma deuxième question là-dessus, du point de vue création de contenu et du point de vue pro, en soi, on peut mettre les deux ensemble. Est-ce que tu as des projets en tête pour 2025 si tu y as déjà pensé? J'ai toujours des projets en tête, j'en ai souvent beaucoup trop. J'ai pas mal de projets en tête, ça risque d'arriver dans les prochaines semaines. Et ce que je peux dire en tout cas, c'est que mon but, c'est de pousser un peu cette communauté-là au-delà de juste les réseaux sociaux, d'avoir un truc en vrai, quoi, où on peut se rencontrer, un peu dans la fibre des meet-up justement, où on crée un lieu safe pour parler tech, avec tout le monde de bienvenue, où on peut en parler de la manière qui nous plaît, sans jugement, sans... voilà, ah mais tu connais pas ça, t'es trop nul, tu vois. Avec la bienveillance de pouvoir s'apprendre mutuellement des choses et voilà, et se faire des copines, quoi. Ok, trop hâte, trop hâte, ça va être super. Ça va être en tout cas, c'est sûr que je vais suivre ça de très près. Est-ce que tu as une question pour moi? Bien sûr, j'ai une question pour toi. J'ai une liste de questions pour toi, carrément. Oh là là, mon Dieu, j'ai peur. Non, la question que j'avais, c'est plutôt toi. Pourquoi est-ce que tu as commencé ce podcast? Tu as peut-être déjà répondu, mais je serais très intéressée de savoir, du coup, pourquoi tu as commencé et où est-ce que tu aimerais aller avec, surtout. Ok. Alors, pourquoi je l'ai commencé? Parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez d'éléments de communication, justement, sur les métiers de la qualité, sur ce qu'on faisait concrètement. Et quand j'avais fait ma reconversion, en fait, j'étais à la recherche de documentation, de trucs en fait à consommer pour me faire une meilleure idée de ce que c'était de l'intérieur, d'une part, et d'autre part, parce que quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que la qualité, un peu comme l'accessibilité, était le parent pauvre en fait de la tech, qu'il y avait pas mal de personnes qui prenaient ces métiers-là de haut et j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi. Et donc, je me suis dit, on va faire un podcast parce que j'adore les podcasts. Donc, carrément, let's go. Carrément. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça sert parce que les demandes
que j'ai, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur TikTok, permettent de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que fait un testeur au quotidien? Comment ça se passe? Sa relation avec les développeurs? Vers quoi est-ce qu'on peut évoluer quand on démarre en tant que testeur fonctionnel? Si on part sur l'automatisation, tu vois, il y a toutes ces questions-là Bien sûr. que je reçois et bon, je suis contente en tout cas que ce soit devenu quelque chose de suffisamment visible. Et dans le secteur qualité en lui-même, mon podcast, pour le coup, donc j'ai une confirmation cette année que c'était le podcast de référence sur la qualité. Donc, tu vois, ça m'a fait hyper plaisir. Bien sûr, carrément. Puis il y en a d'autres qui se créent aussi à côté. Donc, en fait, ça montre que voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je suis hyper contente de ça. Totalement. La deuxième partie de ta question, c'était... J'ai oublié. C'était où est-ce que tu veux aller, en fait? C'est quoi les next steps? Où est-ce que je vais aller? Écoute, simplement continuer à le faire grandir. Parce que la première année, j'étais un peu en mode pilote automatique. Il fallait absolument que je sorte un épisode par semaine parce qu'il fallait créer du contenu, parce que la quantité, voilà. Et là, en fait, je me suis un peu détendue cette année. Ouais, il faut. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, continuer à le faire grandir, qu'il y ait de plus en plus de monde qui découvre ça. Et puis par la suite, on verra. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des entreprises aussi qui prêtent attention à ce podcast parce que c'est du travail de mon côté, c'est du financement de mon côté. S'ils pouvaient s'autofinancer, ce serait très bien. Petit appel. Bien sûr. Écoutez, répondez. Répondez. Mais voilà, tout simplement. En tout cas, je suis contente de ce qu'il est devenu aujourd'hui, donc on va continuer comme ça. Et l'autre question que j'aurais, justement, tu l'as mentionné, ta relation avec les développeurs. Toi, c'est quoi aujourd'hui? Comment est-ce que tu la définirais? Tu vois, est-ce que c'est un peu love-hate? Est-ce que t'as trouvé ta bonne synergie avec des équipes déjà dans le passé qui t'ont bien plu? Comment ça se passe pour toi? Alors, ce qui fonctionne assez bien, c'est d'arriver à faire rigoler les développeurs. Et une fois que tu les as fait rigoler sur un bug, c'est beaucoup plus facile après d'aller leur demander des choses. De toute façon, je dirais pas que c'est rare parce que tu as toujours l'ego qui joue. Mais si tu te retrouves face à un développeur qui a l'impression que t'en es après son travail, que tu lui en veux personnellement. Enfin, après, j'ai déjà eu, de toute façon, vous êtes là, vous nous cassez les pieds, les testeurs, ils font le travail de merde, etc. Mais en fait, quand tu te retrouves face à ce genre de personnalité, c'est plus un problème de confiance en soi. Parce qu'un développeur qui a confiance dans le travail qu'il fait et dans la mission en fait, de l'ensemble de l'équipe, t'as pas ce genre de souci. Parce que tout le monde sait qu'on est en train de travailler sur un produit pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que tout le monde soit content en fait de ce qu'il a fait au quotidien. C'est ça. Donc, prendre le temps de discuter en fait, tout simplement. Bien communiquer, rester sur les faits. Voilà, écoute, j'avais besoin de tester ça, j'ai testé. Derrière, j'ai une anomalie, je remonte l'anomalie pour faire en sorte que derrière, ça fonctionne. Donc, en tout cas, c'est de la communication, quoi, en fait. Les faire rigoler, faire une petite blague, ça communique plus facilement. Et puis après ça roule. Ok, très bien. Bon à savoir. Ouais, c'est j'adore, tu sais, je tombe sur des mèmes ou des comics sur la relation entre QA et dev. Je me dis, mais on pourrait être amis, au final, on va aller au même endroit. Exactement. On dirige le même bateau, au final. On est juste pas au même endroit du bateau, mais on va tous être au même endroit. C'est clair. C'est clair. Ok. Écoute, Léa, on est sur la fin du podcast. C'était rapide. C'est passé trop vite. Ça passe toujours trop vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver du coup sur LinkedIn. Je pense que c'est déjà sa position sur LinkedIn également. Donc, Léa BND. Et sur tous les autres réseaux, Instagram, TikTok, YouTube également, sous Becoming Léa. Très bien. Je mettrai tout ça dans les commentaires, dans les notes de l'épisode, en tout cas. Et si jamais il y a des personnes qui ont envie de te poser des questions sur les métiers de dev, comment ça se passe, elles peuvent. J'ai une adresse mail, c'est becominglea.pro@gmail.com. Donc, qui n'hésite pas aussi à m'envoyer un mail. J'adore en recevoir, j'en reçois assez souvent avec des questions. Des hésitations sur leur parcours, est-ce qu'ils veulent devenir développeur ou pas. Donc si je peux vous tirer du mauvais côté de la force
C'est avec plaisir. Ok, c'est noté. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps, pour notre échange. Et puis, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.